Très bien. Merci Cyrine et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Abdelkrim. Je travaille chez Grafana Labs et je vais vous parler d'Application Performance Monitoring aujourd'hui. Donc, c'est fait exprès, j'ai barré le mot APM parce qu'on va parler d'observabilité principalement. Je vais expliquer la différence entre APM et Application Observabilité, comment les choses changent dans l'industrie. On va parler d'OpenTelemetry, d'open source et comment on peut utiliser les deux pour couvrir le cas d'usage d'APM. Avec la stack Grafana, et je vais vous faire quelques démos si on a le temps. Parfait. Donc si on commence, pour gagner du temps, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, le mot APM a été introduit ce matin, mais en gros, très simplement, c'est des solutions qui nous permettent de comprendre l'état et la performance des applications, de pouvoir les optimiser, et quand il y a des problèmes, de pouvoir comprendre quelle est la root cause, de pouvoir la régler rapidement, réduire le temps que le site n'est pas accessible et disponible, et donc réduire l'impact sur le business ou les agents. Donc en termes vraiment fonctionnels, on va retrouver des dashboards, beaucoup d'alertes. On va retrouver des traces, le Flame Graph qui vous donne une vue de la transaction, par quel système elle est passée, combien de temps ça a pris, ainsi qu'un ensemble d'informations. Et puis, on va essayer de lier l'application avec son environnement. Ça peut être l'infrastructure, les bases de données, le réseau, et ainsi de suite. Pour avoir une vue holistique. Voilà. Donc, il y a pas mal d'éditeurs qui travaillent sur ce domaine depuis un moment. Par contre, depuis que ces éditeurs ont été créés et leur techno a été développée, il s'est passé pas mal de choses dans la technologie, de la manière avec laquelle on développe les logiciels. Et aujourd'hui, les systèmes sont beaucoup plus complexes. Ils sont hybrides, cloud on-prem. Et là où on avait un seul code qu'on touchait une fois par an, 2 fois par an selon les entreprises, là, on a complètement changé notre manière de voir ça. Donc déjà, c'est un mix de plusieurs technos qui sont pas forcément qui partagent pas tous la même philosophie. On a énormément de services qui sont consommés, des caches, des bases de données, des brokers Kafka, ce genre de choses, on-prem ou sur Internet. Et surtout, le code qu'on ne touchait pas, c'est devenu plusieurs codes gérés par différentes équipes et qui sont touchés presque tous les jours. Donc ça devient beaucoup plus complexe. Quel est l'impact sur l'APM? Donc le constat de base de certaines solutions, pas toutes, c'était que ces applications sont plus ou moins robustes. Certes, il va y avoir des problèmes auxquels on n'a pas pensé, mais au fur et à mesure des années, on a quand même un catalogue de tous les problèmes qui peuvent arriver. Typiquement, une application qui tombe, c'est 80% de chances que c'est la base de données. La base de données, c'est quoi? Le disque est plein ou la machine sur laquelle elle tourne, elle est saturée, ainsi de suite. Donc, c'était vraiment focalisé sur les causes des problèmes qu'on pourrait avoir. Donc, on va avoir des alertes pour les détecter et on va avoir des dashboards, alors par problème ou par plusieurs types de problèmes, pour pouvoir comprendre ce qui se passe et détecter où est-ce qu'il faut aller et corriger. Donc, si vous avez utilisé certaines de ces solutions, vous avez peut-être le problème de l'alerte fatigue, où on génère tellement d'alertes, parce que quand l'application tombe, il y a tout un système sous-jacent qui génère des alertes, et au final, on va mettre en mute tout, et finalement, les alertes ne servent à plus rien parce qu'on ne les regarde pas. Le deuxième point, c'est l'avènement du cloud native et du Kubernetes. Donc, les architectures sont devenues beaucoup plus complexes, donc on a besoin de plus d'informations. On parlait de sampling ce matin aussi. On génère beaucoup de données. Il y a beaucoup de choses à regarder. Souvent, les problèmes sont à l'interaction de plusieurs systèmes. Donc, on a besoin de metadata. Donc, il y a le problème de cardinalité, plusieurs labels, plusieurs tags pour comprendre d'où ça vient. Et donc, selon le modèle de facturation, ça peut coûter cher. Le stockage, certes, c'est pas cher, mais par contre, le calcul, gérer tout ça, et puis la licence, souvent aussi, c'est quelque chose qui suit. L'autre point, c'est que aujourd'hui, il y a quand même une veille chez les clients, c'est que ces solutions touchent à tout, touchent à l'application, aux bases de données, à l'infrastructure. Si on est lié à un éditeur spécifique, on peut avoir un problème. Si on veut s'en sortir, ça va être compliqué parce qu'on a bâti tous les dashboards, les alertes, tout ça sur une solution. Et donc OpenTelemetry aujourd'hui prend de la place et les gens en fait, ils cherchent une solution qui est vendor free, qui leur permette de changer d'éditeur. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes content, demain, il y a les prix qui changent, qui peut arriver avec tout le monde, ou la relation commerciale n'est pas la bonne, ou la techno n'a pas suivi les évolutions. On veut changer, on veut passer à autre chose.
Et vu que ces solutions sont plutôt une boîte noire fermée, bah, c'est compliqué de s'en sortir. C'est pas que moi ou Grafana qui le disent. Quand on regarde les derniers Gartner, 2021 c'était APM, classement APM. 2022 c'était ils commençaient à rajouter le mot observabilité dedans. Nous on n'a pas répondu parce qu'on ne savait pas. On pensait que c'était toujours APM et on a toujours dit on n'a pas de solution APM. Et en 2023, ben, on a vu ça et on a participé et on est aujourd'hui présent avec des améliorations à venir. Donc voilà, c'est assez un trend qu'on voit dans l'industrie d'une manière globale. Pourquoi l'observabilité peut aider ici? Parce qu'en fait, si on a les bonnes data, on a les bons dashboards, ben on peut faire de l'APM. Par contre, la différence, ça serait, on va changer les workflows, la manière de travailler. On va plutôt se focaliser sur les SLO. Donc au lieu d'alerter, de réveiller les gens à 3 heures du matin parce qu'il y a une cause, on va regarder plutôt les symptômes. Les utilisateurs n'arrivent pas à acheter ou le site est trop long. Derrière, si la base de données n'est pas accessible, finalement, je m'en fous parce qu'elle tourne dans un pod sur Kubernetes, elle va te redémarrer automatiquement. Ça ne mérite pas de réveiller quelqu'un à 3 heures du matin. Certes, à 10h ou à 10h30 après le café, il va pouvoir regarder, gérer ça. Mais ce n'est pas grave, on ne va pas alerter les gens pour ça. Donc on va changer en fait la manière de voir les choses. Deuxièmement, on va essayer de sortir des dashboards et des alertes. C'est un peu marrant venant de quelqu'un qui travaille chez Grafana. Mais voilà, on va essayer de passer sur du root cause analysis, c'est-à-dire on commence avec un ou deux dashboards qui nous donnent une vision globale. Ensuite, il faut avoir les bons backends qui nous permettent de bouger. En fait, l'exemple que je donne souvent, c'est la différence entre BI et data science si vous venez du monde de la data. On ne veut pas avoir des KPI tout le temps définis pour tout ce qui est possible. On veut avoir un premier niveau. Ensuite, ça nous donne le moyen d'aller regarder, alors assisté par des algorithmes, machine learning ou AI ou ce que vous voulez, ou manuellement, pour comprendre ce qui se passe et pouvoir régler le problème. Et enfin, on parle souvent d'OpenTelemetry quand on parle de standardisation, mais il y a aussi Prometheus aujourd'hui qui est quand même le standard sur les métriques dans le monde cloud native et voilà, qui a contribué à pas mal d'avancements dans le domaine. Donc, on va parler d'OpenTelemetry. Par contre, hop là, ouais, c'est bon. On va parler d'OpenTelemetry. Donc le mot a été utilisé plusieurs fois ce matin, mais je voulais que je passe un peu de temps pour expliquer ce que c'est. Alors c'est déjà beaucoup de choses. C'est pas juste une histoire de collecteur de données. Donc premièrement, c'est, je vais monter tout ça, c'est ce qu'on appelle des conventions de comment on va nommer les choses pour s'assurer qu'on parle le même langage, quel que soit le système qu'on utilise. C'est des librairies d'instrumentation qui vont nous permettre de remplacer les agents un peu propriétaires des différents éditeurs. Donc, comment on va instrumenter le code pour générer les métriques, les logs et les traces selon le langage que vous utilisez, du .NET, du Java, ce que vous voulez. Et un collecteur qui remplace un peu la partie vraiment data pipeline, agent, pour collecter les données, les pousser vers les différents backends. Donc, par rapport aux conventions, c'est assez simple. Hein, c'est dans la même boîte, dans le même éditeur, vous allez trouver deux solutions. On va appeler quelque chose client.adresse, l'autre remote address, client.ip. Et donc, si vous voulez faire de la corrélation et ce que je disais tout à l'heure, le processus d'explorer les données, bah, vous allez souvent avoir des maillons qui sont cassés dans la chaîne et c'est très difficile d'avancer. Donc, l'un des objectifs principaux de OpenTelemetry, c'est de s'assurer qu'on appelle tous les mêmes choses du même nom. Du coup, demain, quand vous changez de solution, bah, il ne suffit pas juste de bouger les données, mais de pouvoir les retrouver, de pouvoir les requêter, de pouvoir les exploiter. Donc ça, c'est le premier point important. Le deuxième, c'est en termes d'instrumentation. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Il y a énormément de contributeurs de différentes entreprises et de la communauté d'une manière générale. Il y a plusieurs niveaux de granularité qu'on pourrait avoir. Donc, il y a des choses qu'on peut se faire très facilement avec l'auto-instrumentation. Donc, en gros, vous démarrez une application Java, c'est un paramètre que vous passez, il y a un agent qui est chargé avec la JVM et ça commence à générer des métriques, des traces, des logs pour l'ensemble des interactions que vous pouvez avoir avec une base de données, avec un broker et ce genre de choses. Si vous utilisez des frameworks comme Spring Boot, vous allez avoir des packaging d'informations qui peuvent être générées, qui sont adaptées à ça, donc ce qu'on appelle les librairies. Et enfin, si vous avez quelque chose de vraiment custom,
propres à votre métier que ces solutions sur étagère n'arrivent pas à capter, bah, vous pourrez rentrer, changer le code dans ce cas-là pour pouvoir rajouter des informations, des métadatas importantes à votre contexte. Donc avec ça, vous pourrez normalement très facilement avoir déjà un premier niveau de détail sur ce qui se passe dans l'application. Après, vous pouvez rentrer dans le détail avec un peu plus de travail, je dirais, et de compétences. Quand les données sont générées, après, vous avez le choix de différents agents. Donc, le projet vient avec un collecteur qui permet de faire plus ou moins un agrégateur de différents flux. Donc, il y a plusieurs concepts. Déjà, il y a le protocole OpenTelemetry, OTLP. Donc, c'est comment on va envoyer les données sur le réseau, quels sont les champs qu'on va mettre et ainsi de suite. Mais on a aussi pas mal de contributions qui nous permettent de consommer des données qui ne sont pas OpenTelemetry. Par exemple, je peux avoir l'hotel collecteur qui récupère de l'OpenTelemetry, qui le pousse vers Prometheus Remote Write ou je ne sais quoi. Donc, on peut aussi l'utiliser pour faire du routage, pour faire de la transformation, de l'enrichissement de données. Donc, ce n'est pas juste je collecte de l'OpenTelemetry, je l'envoie ailleurs sur le cloud ou on-prem. Donc, ça vous donne pas mal de choix en termes d'architecture. Alors, pourquoi on parle d'OpenTelemetry aujourd'hui? Bah, vous pouvez le voir, c'est juste le deuxième projet après Kubernetes. On a eu des statistiques ce matin, comme quoi c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Et donc, le plus important, c'est que ça vous donne le choix de bouger, de changer de solution d'observabilité assez rapidement. C'est un standard, donc quand vous recrutez des gens chez vous, la compétence, c'est un sujet très critique en observabilité, ben, vous allez retrouver des gens qui ont travaillé sur les mêmes systèmes et vont pouvoir se retrouver très rapidement. Et enfin, c'est open source, donc tout le monde, plus ou moins, a la capacité d'influencer. Ben, certains vont avoir plus de poids que d'autres à travers leurs contributions, mais voilà, on peut quand même partager, donner un avis et influencer les décisions. On parle de OpenTelemetry, on parle de vendor locking depuis ce matin. La question que je me pose souvent, c'est est-ce qu'OpenTelemetry est suffisant pour éviter d'être lié à un éditeur? Est-ce que vous avez quelqu'un peut nous donner une réponse ici? Vous ne savez pas? Très bien. Oui? Parce que c'est une réponse générique qui marche pour tous les standards depuis tous les temps. C'est-à-dire que ça limite l'adhérence, mais il y a toujours une adhérence. Très bien. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un système d'observabilité, c'est plusieurs briques. Bah, il y a bien sûr la collecte de données. OpenTelemetry peut aider. Il y a la compréhension. Mais il y a tout le patrimoine que vous allez construire autour de ça. C'est-à-dire les dashboards, les alertes, les requêtes, les compétences que vous allez développer. Si vous prenez OpenTelemetry et puis vous mettez les données dans un système propriétaire, bah, si vous voulez bouger, certes, vous pouvez rediriger le flux vers une autre plateforme. Par contre, il faudra tout refaire. Il faudra migrer les dashboards, il faudra réapprendre un nouveau langage de requêtage, il faudra refaire les alertes, il faudra faire pas mal de choses. C'est là où Prometheus et l'open source est important. En fait, OpenTelemetry, ce n'est qu'une partie de la réponse pour devenir indépendant. Donc, alors les PowerPoint, c'est pas vraiment mon truc, c'est pas grave. Donc, si on veut vraiment simplifier, une solution APM, c'est pas mal de choses. C'est des agents. Donc, pour pouvoir récolter des informations depuis plusieurs langages, systèmes, c'est un peu là où pas mal d'éditeurs ont passé beaucoup de temps à développer. Ils ont déposé de l'argent. Hein, c'est ce qui explique le prix de certaines solutions. Ensuite, on va avoir toute la chaîne de collection pour récupérer, filtrer, router, enrichir. Stocker les données dans un back-end, métrique log trace, et on parle de plus en plus de profiling. Et enfin, des expériences utilisateurs. Donc ça peut être des dashboards, ça peut être des solutions sur étagère complètes qui nous permettent de faire ça. Et certes, OpenTelemetry peut nous aider. Hop, oh là là, c'était vraiment pas bien. Hop. Voilà, certes, OpenTelemetry peut nous aider sur les deux premières briques, à savoir éviter les agents et donc collecter les informations depuis les applications, et ensuite de pouvoir les acheminer vers une solution qu'on souhaiterait utiliser. Par contre, le troisième bucket et le quatrième ne sont pas couverts. Et donc, pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est pour parler de Grafana. Donc Grafana, vous le connaissez si vous utilisez. L'objectif, c'est d'avoir une solution de visualisation de données d'observabilité qui est multi-data source.
C'est-à-dire si vous créez un dashboard parce que vous stockez les données dans un Dynatrace, Datadog ou autre, ou Prometheus ou Elastic, demain vous les changez, OpenTelemetry va vous permettre de rediriger le trafic, Grafana va pouvoir parler avec le nouveau backend. Et c'est-à-dire les développements que vous avez faits en termes de dashboard, d'alerte et tout ça vont pouvoir être réutilisables. Il n'y a pas de magie, il va faire un peu de retravail parce que ce n'est pas les mêmes langages de requêtage, ainsi de suite. Mais au moins, vous êtes dans le même système et vous avez des connecteurs qui vous permettent de faire ça. Ensuite, en termes de back-end, chez Grafana, bon, au début, on a développé l'outil de visualisation, mais on a travaillé quand même sur pas mal de back-end qui permettent de stocker les métriques et les logs et les traces. Et notre stratégie, c'est de rendre ces back-ends les meilleurs back-ends pour OpenTelemetry. C'est tout simple. Donc, c'est basé sur le standard Prometheus. L'architecture est assez simple. Vous allez le voir, on peut le montrer très rapidement dans un seul slide pour les trois. Et donc, l'idée, c'est que demain aussi, ça va être une option open source pour les utilisateurs qui veulent bâtir leur stratégie sur OpenTelemetry. Donc, l'architecture, elle ressemblerait à quelque chose comme ça. Vous avez vos applications. Peut-être que vous avez déjà passé pas mal de temps à utiliser Prometheus avec les exporteurs pour collecter les métriques d'infrastructure. Et donc, vous avez le choix entre pousser les données directement avec le protocole OTLP. Alain, tu l'as cité ce matin, en fait, ce n'est pas le même niveau de maturité entre les différents types de signaux. Trace, c'est quelque chose qui était au début de l'histoire. Donc, quand on a développé Tempo, c'était principalement OpenTelemetry. Les métriques, ça commence à suivre. Quand même, Prometheus reste aujourd'hui le leader sur ce sujet, même si les choses vont changer. Et enfin, les logs, il reste quand même pas mal de problèmes. Donc on a besoin aussi de pouvoir enrichir. Et donc vous avez la capacité soit d'envoyer directement les données avec le format OpenTelemetry, ou vous pouvez avoir un agent. Donc Grafana Agent, c'est quoi? C'est un packaging de plusieurs solutions open source que vous pouvez utiliser aussi séparément avec du Prometheus en mode scrapping, donc Prometheus Agent, Promptail, ce genre de choses. Et donc en stockant l'ensemble des données dans les backends, vous allez avoir votre Grafana que vous pouvez utiliser. Donc ça, vous pouvez le faire sur le cloud, avec Grafana Cloud, en mode manager, si vous ne voulez pas vous embêter. Vous pouvez le faire on-prem aussi. Il y avait la question des banques. Vous pouvez tout déployer chez vous. Ça utilise un stockage S3. Donc si vous avez un stockage S3 local, vous pouvez le faire. Et vous avez aussi une version Enterprise on-prem avec des fonctionnalités de sécurité. Donc ça permet de couvrir les différents déploiements. L'architecture est assez simple en fait. Toutes les données qui soient métriques, log et traces sont stockées dans un object store. Voilà, quel que soit le type. L'essentiel, c'est que ça soit compatible AS3. Et puis, on a un ensemble de services qui tournent en microservices ou en une version simplifiée qui permettent de faire l'ingestion, l'indexation des données, le requêtage des données, ainsi de suite. Ce qui est intéressant après, c'est qu'on parle souvent de tracing dans l'APM pour pouvoir avoir cette vision transverse, mais c'est important aussi de pouvoir créer des liens entre les différents types de données. C'est-à-dire, vous faites du tracing, vous allez avoir des informations très détaillées sur les transactions par lesquelles votre application passe, mais c'est intéressant aussi de pouvoir extraire des métriques depuis ces traces pour pouvoir faire des dashboards ou ce genre de choses. Vous avez une trace, ça représente une transaction, vous voyez qu'il y a un problème au niveau d'un microservice, peut-être ça serait intéressant d'aller récupérer les logs pour ce microservice à cet instant donné pour pouvoir plus de détails sur ce qui se passe. Et donc la corrélation entre les trois piliers est quelque chose de très important et sur lesquels les backends de LGTM ont été bâtis en fait. Donc, une fois vous avez votre instrumentation OpenTelemetry, le collecteur qui récupère les données, qui les pousse vers les backends, vous pouvez faire des choses comme ça. Déjà, vous avez la trace de l'ensemble de la transaction. Vous pouvez voir par quel système microservice elle est passée, combien de temps ça a pris, ainsi qu'un ensemble d'informations sur les événements, les erreurs, les exceptions et ce genre de choses. Au début, Tempo, lorsqu'elle a été développée, c'était principalement focalisé sur stocker et récupérer une trace par un identifiant. Donc l'objectif, c'était d'avoir un système qui ne coûte pas cher, donc voilà, en termes de TCO, infrastructure, indexation, ce genre de choses. Et pour pouvoir faire ça, voilà, on a dû faire un certain nombre de décisions par rapport à comment on pouvait interagir avec les données.
Maintenant, avec l'avancement de l'architecture, on peut faire des choses beaucoup plus avancées. Donc, si vous avez regardé Tempo il y a 2 ans, c'est plus le cas aujourd'hui. Vous pouvez faire de la recherche, vous pouvez faire de l'analytics, vous pouvez faire, par exemple, donne-moi les P99 de la latence sur tous les appels sur cette API qui viennent de ce data center, par exemple. C'est vraiment des choses analytics avancées que vous pouvez faire. Vous pouvez extraire des métriques et créer des dashboards. Donc même si ce n'est pas un APM sur un étagère, vous pouvez créer vous-même les dashboards qui représentent votre métier pour pouvoir les superviser, pouvoir faire de l'alerting et ce que vous voulez faire. Donc quand les traces sont ingérées, on va avoir un service qui va observer tout ce qui se passe et qui va extraire des métriques de ça et qui va les stocker dans un système Prometheus compatible en remote write. Donc si vous utilisez Mimir, ben, c'est le cas. Si vous utilisez l'Offre Manager, ben, c'est transparent pour vous. Sinon, vous pouvez l'envoyer vers n'importe quel backend compatible Prometheus. Et donc vous allez avoir des choses comme ça où il y a des nouvelles métriques qui sont créées pour vous, qui récupèrent un peu l'ensemble des métadatas. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà. Soit vous les affichez, soit si vous avez des solutions machine learning de prédiction, vous pouvez aussi les utiliser avec. Donc, je vais montrer rapidement à quoi ça peut ressembler, une solution que vous pourrez créer en open source en utilisant juste ces backends. Voilà le dashboard que je vous montrais tout à l'heure. Donc, c'est très simple. Donc, c'est un site. J'ai plusieurs endpoints, login, carte et tout ça. J'ai envie de monitorer ça. Donc, je récupère des métriques par rapport à la latence des endpoints. Par type d'API et je veux savoir ce qui se passe. Donc je vois qu'il y a des pics de latence. Alors déjà, on a ce qu'on appelle ces losanges que vous voyez ici, c'est des exemplaires. En fait, on regarde des transactions intéressantes qui sortent un peu de l'ordinaire et on va vous donner un lien directement vers les traces pour que vous puissiez aller voir et décortiquer en détail ce qui se passe. Donc là, je vais retrouver toutes les traces et je pourrai regarder dedans. Donc ça, c'est un des workflows. L'autre workflow peut être de dire, ben voilà, j'ai les métriques, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Par contre, je n'arrive pas à comprendre. Donc j'aimerais commencer un travail d'investigation. Donc là, ce que je vais faire, je vais ramener les traces, les logs, pardon. Et ce qu'on va voir, c'est que vu que les 3 backends ont été construits sur le même écosystème Prometheus, on va retrouver le même langage de requêtage. Bah, vu que je regardais les métriques avec ces 2 filtres, Mythical et Production, en fait, ils ont été reproduits directement par là. Donc ça me réduit en fait les choses auxquelles il faut que je pense quand je bouge d'une donnée à l'autre. Ensuite, je peux lier les deux panels et dire bah, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé ici, parce que c'est l'API Payment et c'est là où je fais mon chiffre d'affaires. Et donc là, automatiquement, je vais voir que les données ont été filtrées. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir les erreurs. Hop. Et donc là, vu que l'instrumentation OpenTelemetry a été faite, les logs vont avoir un lien vers la trace. Et donc, je pourrais cliquer directement pour aller vers la trace. Et je peux voir que finalement, c'était un problème lors de l'insertion dans ma base Postgre. Et je peux retrouver les informations ici, la base de données, la requête qui a été exécutée, ainsi de suite. Voilà, donc ça vient grâce à OpenTelemetry notamment. Et j'ai l'ensemble d'informations. Donc voilà, je n'ai pas eu besoin d'indexer tout, de faire des choses impressionnantes, mais avec l'utilisation des 3 backends intelligemment, j'arrive à faire 90% des cas d'usage que je pourrais faire avec un APM. Donc tout ça, c'est très bien. Par contre, voilà, pour simplifier, il y a quand même des choses que vous devez savoir si vous voulez construire un système de cette sorte. Premièrement, Alain a commencé à en parler ce matin, mais c'est un écosystème qui est complexe aujourd'hui. La documentation, elle n'est pas super aujourd'hui. Il y a plein de pièces qui bougent un peu dans tous les sens. Et donc, pour s'y retrouver, il faut passer un peu de temps. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ça vaut le coup. C'est le prix de votre liberté. Mais voilà, les choses évoluent et changent et s'améliorent. Mais c'est quelque chose auquel il faudra être conscient. Donc si vous avez des choix, des décisions à prendre pour réduire la charge à vos équipes parce que vous avez des ressources limitées comme tout le monde, il faudra prendre ça en considération. Le deuxième point, là je parle de OpenTelemetry et Prometheus, c'est les 2 standards aujourd'hui
à mon avis, sont tous les deux nécessaires pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, il reste quand même quelques gaps entre les deux. Typiquement, dans les métriques et les labels, dans Prometheus, on n'accepte pas les points dans le nom. C'est assez simple, c'est vraiment un détail. OpenTelemetry, il y a des points partout. Voilà. Donc, il y a beaucoup de travail entre les communautés pour que ça soit émergé. Et en fait, on a une squad OpenTelemetry chez Grafana Labs où on a la plupart des contributeurs Prometheus et on a aussi pas mal de contributeurs OpenTelemetry. Et on fait un peu le lien, je pourrais reprendre l'image de ce matin du pont, entre les deux écosystèmes pour que ça fonctionne mieux. Et ensuite, il reste toujours le problème des dashboards, parce que vous créez des dashboards, même si vous réutilisez le nom parce que vous vous basez sur l'expérience de corrélation, il reste quand même quelques dashboards à créer par vous-même. Et du coup, s'il faut faire des sauts entre systèmes, vous pouvez perdre un peu de contexte en passant d'une vue à l'autre. Alors, pour réduire un peu le nombre de limitations aujourd'hui, on a annoncé récemment une solution qui s'appelle Application Observability, qui est basée sur les mêmes standards open source. C'est juste une version managée et avec une expérience utilisateur sur étagère. Donc, c'est quoi? C'est une interface qui vous permet de retrouver ce qu'on appelle un service catalogue, donc tous les services qu'on a découverts dans votre application à travers le scan des informations Prometheus et OpenTelemetry, et qui vous donne des indicateurs clés sur le nombre d'erreurs, la latence, le rate, l'utilisation de votre API, voilà, pour pouvoir avoir une vision globale de l'état de santé de votre application. Donc, l'idée ici, c'est qu'on vient enrichir l'offre SaaS. Donc, c'est une option de facilité pour faire et implémenter la même architecture basée sur l'open source que je vous ai montré. Donc, ce qui est intéressant après, c'est que toutes les données sont stockées sur les mêmes backends LGTM, qui sont exactement les mêmes. Alors, même si c'est une offre managée qui facilite le travail et l'onboarding de projets, ça reste, il va y avoir une certaine dépendance parce que quand il y a une facilité, il y a une dépendance par rapport à quelque chose. Voilà. Par contre, c'est toujours basé sur les mêmes standards. Donc, si vous voulez les déployer en-prem à un moment parce que vous êtes plus content de Grafana, vous allez retrouver exactement les mêmes choses, les mêmes langages de requêtage, les mêmes données, ainsi de suite. Même si vous poussez les données à travers cette solution, les données, finalement, c'est des données Prometheus, Loki. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser dans vos dashboards propres à vous. Ce n'est pas une expérience qui vous enferme dans quelque chose que vous devez rester cantonné dans pour pouvoir les exploiter. Et puis, les requêtes, en fait, elles sont visibles. Donc, vous pouvez dire, je vais reprendre ça, je vais le recopier chez moi, je vais utiliser autrement ou enrichir mon cas d'usage. Donc, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est dans le menu Application Observability, vous allez retrouver en fait tous les services qui composent votre architecture avec différents langages de programmation. Donc je regarde ici, carte service, c'est là où je fais de l'argent, je vois qu'il y a un taux d'erreur, je vais rentrer dedans. Donc ça, c'est les métriques RED, c'est une méthode assez connue aujourd'hui qui représente en fait l'expérience utilisateur sur un service. Donc, je peux voir l'impact sur les systèmes en amont et en aval. Et donc, je regarde, ici, il y a une opération particulière qui fail avec 12%, ce n'est pas normal, même si la latence, elle est plutôt acceptable sur l'ensemble de la chaîne. Voilà, donc je suis en dessous de la seconde pour mes SLO, je suis bon. Donc je vais entrer ici dans la partie opération. Je vais retrouver aussi des détails sur ces opérations. Et si je veux voir les traces, là je vais retrouver le langage. On a la possibilité de le faire avec la UI, mais moi personnellement, je préfère le langage de requêtage. Donc je vais faire status égale error. Et donc là, je vais avoir seulement les traces qui vont avoir des erreurs dont une ou plusieurs spans. Et donc je vais prendre n'importe quelle trace. Et donc, je peux voir ici le problème au niveau de carte service. J'ai des événements OpenTelemetry qui ont été générés. J'ai une exception, je vais l'ouvrir et je vois que en fait, mon application n'est pas capable de parler avec mon cache Redis, ce qui cause un certain nombre de problèmes. Voilà. Donc vous allez retrouver les mêmes mécanismes, c'est juste que c'est vraiment packagé pour vous, vous pourrez l'utiliser directement. Et si je reviens ici, hop, je peux également avoir le service map qu'on a vu au début pour voir les interactions entre les différents services. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais prendre des questions si vous en avez.
Oui, on a des contributeurs qui participent aux échanges et qui poussent dans les deux sens, avec OpenTelemetry, mais aussi Prometheus et Loki pour s'assurer qu'on parle le même langage. Oui. Une question beaucoup moins technique, mais tout aussi pragmatique. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment est tarifée la solution Grafana Labs? Parce que je me souviens avoir regardé il y a un an, il y avait tellement de curseurs dans le pricing que j'en retiens que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. En fait, c'est beaucoup plus simple que la plupart des autres solutions, hein. Donc, en fait, il y a deux choses principales. La première, c'est le nombre d'utilisateurs qui vont se connecter sur l'interface. Et la deuxième, c'est le volume de données que vous ingérez. Donc, le nombre de gigabytes par seconde, pas par seconde, par mois, pour les métriques, les logs et traces. Alors, les métriques, c'est un peu particulier parce qu'on parle de cardinalité, donc on regarde le nombre de métriques, mais c'est quand même une quantité de données ingérées par mois. Et on regarde les 95 percentiles. Donc si, par exemple, pour Black Friday, vous avez 5%, vous avez une augmentation, on supprime les 5% supplémentaires. Voilà. Oui. On a vu quelques changements de licence dans le monde open source ces derniers mois. Donc, dire qu'on est vendeur lock-in sous prétexte qu'on prend un produit qui est payant, c'est réducteur. Parce qu'en réalité, on est vendeur lock-in quand on prend qu'elle soit open source ou pas, parce qu'on a vu dernièrement certaines gros modifications. Il y en a eu il y a quelques années maintenant chez Elastic. Pour pas le nommer, il y a Chicorp qui vient de le faire aussi. Et on voit qu'au niveau des choix et au niveau de notre top management, quand ils entendent parler de ça, ils regardent tout de suite s'il y a des statistiques de départ d'autres clients vers d'autres solutions plutôt que de rester comme ça, parce que pour eux, en définitive, techniquement parlant, quand c'est de l'OSS, on va dire l'achat de la licence, elle est gratuite, on va dire que ça, parce que tout le reste, il faut quand même l'intégrer et il faut quand même travailler, donc il y a de la R&D perso, c'est quand même important. Et puis quand on prend un produit, effectivement, on va se payer les licences, mais en réalité, on peut très bien être les bras croisés, enfin les bras pris, quelle que soit la question. Et moi, je ne connais pas en tous les cas de méthode, hormis la puissance de certaines communautés face à d'autres, parce que rien ne nous dit à l'heure d'aujourd'hui que Prometheus ne sera pas racheté par quelqu'un. Rien ne nous dit. Donc, je pense qu'il y a toujours un risque d'être dans le document. Oui, en fait, il y a souvent un débat qui peut être des fois philosophique, voire religieux, entre ce qui est open source ou pas, quelle licence on met ou pas. Donc je comprends tout à fait la question et c'est un point valide. Après, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises utilisatrices qui se trompent de sujet, dans le sens où certaines licences, elles sont là pour protéger les éditeurs des clouders. Donc, typiquement chez Grafana, on a déjà fait ce changement il y a 2 ans et demi, je pense. On est passé en AGPL, l'ensemble des backends. Après la GPL, en tant qu'utilisateur, directement en tant qu'entreprise, il n'y a pas vraiment d'impact. L'impact, c'est pour quelqu'un qui veut construire une offre managée sur ces technologies qui vont être impactées. Donc, certes, on est dans un monde business, donc les boîtes vont chercher à se protéger. Il faut voir quel est l'impact directement sur vous en tant qu'utilisateur ou pas. Après, on a des organismes comme la CNCF qui permettent aussi de protéger, de mettre une certaine gouvernance autour de ces sujets-là, qui protègent, qui apportent un niveau de protection supplémentaire. Tout à fait. D'autres questions? Merci. Merci beaucoup à Abdelkrim. Nous allons prendre une pause pour souffler un peu. J'ai quand même un peu la tête pleine. On va souffler 15 minutes et puis après on revient. On va écouter la présentation de Alain Ganoucho. Ensuite on va prendre le déjeuner après. Merci beaucoup. À plus. Moi, je
Salut. Tu vas bien? Ça va? T'es venu un peu en retard là? Très en retard. Ouais. Ouais, on monte en haut. Et après, Ça va, tu vas bien? Tranquille. Ça va. Tu prends ton portable? Moi, ça me Ah oui, je vais le prendre, ouais, je vais le prendre.